Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le torchon brûle au Nigeria entre l'association des opérateurs télécoms et les banques. Celles-ci se sont vues suspendre les services supplémentaires non structurés, aussi appelés USSD, raison du litige, une dette colossale. Augmentation de plus de 6% de l'encours des crédits bancaires au Cameroun en 2020. Une performance qui découle notamment d'un ensemble de mesures prises par les institutions de la sous-région d'Afrique centrale en riposte à la pandémie de Covid-19. Et la rumba congolaise a un ambassadeur au Rwanda en la personne de Ziggy Double Five. Ce musicien est également un fervent militant pour la cause des artistes. Son portrait était à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord, en Libye, le Premier ministre de transition Abdelhamid Debeba a prêté serment ce lundi 15 mars, soit plus d'un mois après avoir été désigné chef du gouvernement pour mener le pays vers des élections prévues en décembre 2021. Lors de cette cérémonie qui s'est tenue au siège provisoire du Parlement à Tobrouk, le nouveau Premier ministre s'est engagé à préserver l'unité, la sécurité et l'intégrité du pays. Rappelons que le 9 mars, Abdelhamid Debeba et son gouvernement ont obtenu la confiance du Parlement. Ces événements constituent des étapes cruciales dans le processus de paix en Libye. Au Nigeria, les établissements financiers n'ont plus accès aux services complémentaires par messagerie, aussi appelés USSD, depuis ce lundi 15 mars. Ces services ont été suspendus par l'Association des opérateurs télécoms qui réclame aux banques le paiement d'une dette cumulée de 42 milliards de naira. Les explications de Samuel Victor Asseji. Au Nigeria, l'Association of Licensed Telecommunications Operators, association des opérateurs télécoms, a annoncé la suspension des services supplémentaires non structurés, appelés USSD, chez les fournisseurs de services financiers. D'après les opérateurs télécoms, les dettes cumulées sont de 42 milliards de naira. Depuis plusieurs mois en effet, le paiement des USSD n'est plus assuré par les banques, selon les opérateurs télécoms. Les codes d'IA sont très importants dans les services de paiement mobile. Il intervient beaucoup sur les facilités de paiement des factures d'électricité, que ce soit des services de banque. Donc, on a fait dièse 140 quelques temps, et puis bon, voilà, tu paies facilement le service, quoi. Donc, c'est un outil, c'est un support que les télécoms offrent aux banques ou à d'autres structures qui veulent faciliter le télépaiement en fait. Donc je crois que c'est un service qui est très important dans le développement du numérique en Afrique. Contrairement à l'ancienne méthode, les établissements financiers ont décidé que le paiement soit désormais à la charge des utilisateurs finaux, que sont les clients, ce qu'a interdit le régulateur national des télécoms nigérians. Il estime pour sa part que c'est aux banques de négocier le règlement des opérations en suspens. Je crois que dans tout cela, ceux qui ont à perdre, ce sont les banques, ces institutions. Et l'autre problème, c'est que en vouloir facturer les utilisateurs peuvent préférer ne pas utiliser ces canaux parce que le coût leur reviendra cher. Maintenant, c'est de trouver, comme on le dit, le modus vivendi, il faut qu'ils trouvent la formule nécessaire pour pouvoir s'en sortir, quoi. En attendant qu'un accord soit trouvé, la sanction devrait tomber dès ce lundi, ainsi en ont décidé les opérateurs télécoms. Selon leurs précisions, les services USSD seront d'abord retirés aux plus gros débiteurs dès ce 15 mars 2021. La stratégie mise en place en Afrique centrale pour faire face à la pandémie de Covid-19 a porté ses fruits au Cameroun. Le pays a connu une augmentation de 6,7% de l'encours des crédits octroyés par les banques aux entreprises et aux particuliers en 2020. Le point avec Lorita Simbouf. Au Cameroun, malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 en 2020 dans le secteur bancaire, l'encours des crédits octroyés par les banques camerounaises aux entreprises et aux particuliers a cru de 6,7%.
C'est ce que révèle l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, APCCAM. L'augmentation de l'encours de crédit octroyé par le système bancaire aux entreprises est raisonnable et est de loin en dessous de ce qui est demandé par le marché des entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur bancaire continue à être très très frileux envers le crédit, ce qui fait que la demande de crédit des entreprises est beaucoup plus grande que ce qui est offert. L'augmentation de l'encours des crédits bancaires au Cameroun en 2020 découle d'un ensemble de mesures prises par la Banque centrale des États de la CEMAC dès le début de la pandémie dans cet espace communautaire à 6 États. Coronavirus, la BEAC a réuni les membres de son comité des politiques monétaires par visioconférence le 27 mars 2020. Au sortir de cette rencontre, elle a procédé à la baisse de 2 de ses 3 taux directeurs pour permettre à ces États de faire face à la crise sanitaire. Ce qui explique encore cette augmentation, c'est le grand besoin des investissements nationaux. Les entreprises investissent beaucoup au niveau national et ont besoin des ressources pour réaliser ces investissements. D'où le système bancaire doit se réadapter à la nouvelle donne de la dématérialisation du système financier. Et cette dématérialisation va permettre aux banques de continuer à augmenter l'encours de crédit tout en sécurisant leurs investissements. Notons que les mesures prises par la Banque des États de l'Afrique centrale sont de bon augure pour une dynamisation encore plus accrue du marché du crédit bancaire au Cameroun. Elles ont pour objectif de faciliter le refinancement des banques commerciales auprès de la Banque centrale. Près de 200 investisseurs africains du secteur privé étaient réunis virtuellement du 8 au 12 mars. Tous participaient à un forum de commerce intra-africain et ce, 3 mois après le lancement effectif de la ZLECAf, un sujet de la rédaction. Comment tirer meilleur profit de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, en termes d'opportunités d'affaires? La question a mobilisé économistes, acteurs politiques, opérateurs économiques et environ 200 investisseurs à l'occasion du forum sur le secteur privé africain. Un forum virtuel de 5 jours qui a pris fin ce 12 mars. Objectif affiché des participants, proposer des pistes pour une meilleure optimisation des opportunités d'affaires qu'offre ce vaste marché continental. Eh bien, des événements comme celui-ci jouent un rôle important dans le sens où ils créent la prise de conscience et la sensibilisation nécessaire face aux problèmes qui découlent de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Et en particulier, cet événement se concentre sur ce que le secteur privé pourrait faire pour changer la dynamique de ce qui a été jusqu'à présent. La session particulière à laquelle j'ai participé a à voir avec le changement de paradigme. Son importance est motivée par le fait qu'elle contribue à faire de la CMTA une affaire de secteur privé au lieu d'une affaire de secteur public, de chef d'État, de résolution. Je considère donc qu'une telle réunion est très importante. Les échanges commerciaux dans le cadre de l'accord continental de libre-échange, la ZLECAf, ont débuté le 1er janvier 2021. Un vaste marché d'environ 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB de 3,4 billions de dollars. Un potentiel qui ne saurait être optimisé sans la promotion du secteur privé. La zone de libre-échange se veut transformatrice. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le commerce intra-africain, il s'agit également d'améliorer la production locale à l'intérieur du continent. Et qui dit production dit secteur privé. C'est le secteur privé en général qui produit. Comme on le sait, les États ne sont pas les meilleurs quand il s'agit de production, de recherche de profit. Donc, c'est plutôt le secteur privé qui produit. Et pour produire, ils déterminent leur volonté, leur motivation à produire suivant la qualité du climat des affaires, des conditions des affaires qui sont en place. À noter que le président Mahamadou Issoufou du Niger a été l'invité d'honneur de ce forum en sa qualité de champion de libre-échange continental, mais aussi de champion de l'industrialisation de l'Afrique. Et l'homme n'a pas manqué de souligner l'immense impact positif qu'aura la zone de libre-échange continentale sur les échanges commerciaux en Afrique. Également dans l'actualité, au Niger, la filiale Cominac cessera ses activités dans la mine d'Akuta à partir du 31 mars. Et ce, après 43 ans d'extraction minière. Raison évoquée, l'épuisement des gisements ainsi que la baisse du prix du minerai sur le marché. Rappelons qu'en 43 ans, cette mine a produit près de 75 000 tonnes d'uranium. Toujours à titre de rappel, le Niger est le premier pays exportateur d'uranium en Afrique.
218 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a injectée sur le marché bancaire togolais le 8 mars. Grâce à ce financement, le Togo devrait renforcer son système bancaire et procédera au remboursement avec un taux d'intérêt fixe de 2%. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le secteur bancaire togolais va bénéficier de 218 milliards de francs CFA. Ces fonds injectés le 8 mars 2021 par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au taux d'intérêt fixe de 2% s'inscrit dans le cadre des injections hebdomadaires de l'institution bancaire dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce financement de la BCEAO permettra au pays de renforcer son système bancaire. Chaque pays a quand même cette possibilité, lorsqu'il est en situation de déficit budgétaire, d'aller vers la banque centrale auquel il appartient pour avoir un ratio de crédit à hauteur de 20%, parce qu'il faut bien comprendre que les 218 milliards de francs CFA représentent les 20% du déficit budgétaire du Togo que la BCEAO, parfois, est en train d'allouer au Togo pour renforcer le circuit bancaire qui est en difficulté. Selon une analyse du Fonds monétaire international de 2017, le système bancaire togolais souffre d'une large exposition des banques commerciales locales aux risques souverains. Outre les risques de souveraineté, les deux banques publiques, notamment l'Union togolaise des banques et la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie qui représentent 2% du système bancaire du pays, sont en défaut avec l'exigence sous-régionale de 8% du ratio de solvabilité minimale. Alors, deux causes peuvent être identifiées pour matérialiser les difficultés des banques publiques togolaises. La première cause, justement, c'est ce qu'on appelle les crédits impositifs. Et voyez-vous, ces crédits impositifs, ce sont des crédits qui sont mis à la disposition de certains agents économiques, les ménages, les entreprises et autres, mais qui ne remboursent pas en respectant le taux d'intérêt escompté. L'autre cause qu'on peut identifier ici, c'est justement ce qu'on appelle la privatisation manquée. Parce que, voyez-vous, lorsque la privatisation a raté, on se retrouve dans ce qu'on appelle les créances douteuses. Et ces créances douteuses sont justement des fonds qui sont libellés dans le compte trésor. Par ailleurs, des observateurs précisent que même si le secteur bancaire togolais fait face à des défis, la situation n'est pas la même pour les autres banques dont regorge le pays. Notons que ce sont en tout 92 banques commerciales de la sous-région qui ont ainsi emprunté sur le guichet hebdomadaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. À la rencontre à présent de l'artiste Ziggy Double Five, un musicien rwandais qui se présente comme un ambassadeur de la rumba congolaise, mais il a aussi plusieurs cordes à son arc. Une question de survie pour vivre de son art. Un portrait de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakaisenga. C'est une star de la télévision, mais également un musicien reconnu au Rwanda. Ziggy Double Five, de son nom de scène, est aussi professionnel de la communication et gourou de la perfection, comme il aime à le dire. Même s'il s'essaie à différents styles de musique, c'est la rumba congolaise qui a bâti son nom au Rwanda et au-delà. Je dirais afro, fusion et rumba. Parce que ici au Rwanda, la rumba, tu sais, c'est une musique que je dirais ici en Afrique, c'est une musique qu'on appelle musique congolaise. Ça a des roots, des racines congolaises. Alors quand tu fais ça ici et que tu le fais bien, c'est sûr que ça éveille des soupçons. On se dit, mais c'est quoi? Si c'est une chanson, si c'est un lingala, c'est un swahili ou c'est un kinyarwanda? Je ne savais pas que c'est un kinyarwanda, tu vois. Donc ça fait un déclic. C'est ce qui a fait que tout le monde commence à se poser des questions. On dit, mais les gars, là, il faisait ça avant, il faisait ça avant. Ben, on ne savait pas qu'il peut aussi faire ça. Et on ne savait pas que les Rwandais aussi peuvent faire ça, tu vois. C'est ça qui a donné un peu le déclic. Donc je dirais à la rumba, ouais. Si l'artiste doit jongler avec plusieurs boulots pour survivre, il milite pour une amélioration de la situation. Il rêve d'un monde où les artistes vivent de leur création. Pour y arriver, il entraîne les débutants à mieux se positionner dans la jungle de l'industrie musicale au Rwanda, tout en espérant que ces jeunes soient à la hauteur. Donc, c'est vrai que nous aussi, on a des difficultés, entre autres. Moi, je dirais d'abord l'environnement. L'environnement, ce qui définit le business de la musique, ça fait que
tu peux être talentueux, tu peux faire plein de trucs, mais il faut quand même, mais tu ne peux pas vivre de ça. Tu vois, ça c'est un problème. Si tu as eu la chance d'aller à l'école, tu as un diplôme, tu es obligé de te trouver un autre boulot qui va te nourrir. Aux jeunes artistes, Ziggy recommande le travail assidu et bien fait, une bonne formation dans la matière, le tout couronné par la passion. Dans le reste de l'actualité, la Somalie va pouvoir débuter sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Le pays a reçu ce lundi 15 mars 300 000 doses du vaccin AstraZeneca issu de l'initiative COVAX. Cette première livraison permettra de vacciner en priorité le personnel de santé exposé ainsi que les personnes jugées à risque. Notons que la Somalie a connu une résurgence du nombre de cas de contamination de l'ordre de 77% au mois de février. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré plus de 9100 cas positifs et 367 décès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.